Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de l'histoire de la Kabbalah, on va parler de Tobi Shvat. Mais comme je ne voulais pas quand même qu'on sorte complètement de notre ambiance, et que c'est vrai que dans notre étude, on parle de personnalité, eh bien j'aimerais commencer mon étude aujourd'hui avec vous avec une personnalité. Et la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Je regarde ici les personnes qui sont au cours ce matin, et j'en connais plusieurs, personnellement, pas seulement du Zoom et d'autres dans le Zoom, mais je vais me permettre de faire quelque chose qui ne se fait pas, mais de porter un jugement simplement en fonction du Zoom. Et mon jugement sera le suivant. De ce que je vois ici du Zoom, j'ai comme l'impression que vous êtes, plus ou moins tous et toutes, le style de personnes qui, lorsqu'ils ont des enfants, des petits-enfants, lorsqu'ils ont dû choisir des écoles pour leurs enfants, eh bien, vous avez très certainement décidé de les mettre dans des écoles où on n'étudiait pas du tout la Torah. Non? Non, c'est pas ça? Je me trompe? Mais attendez, 2 secondes. Soit vous mettez vos enfants dans des écoles où on étudie que la Torah, et donc pas de mathématiques, pas d'anglais, pas de sciences, rien du tout, ou vous mettez vos enfants dans des écoles où on étudie que les maths, les sciences, le français, et pas la Torah. On est d'accord? Comment ça, on n'est pas d'accord? Vous êtes en train de me dire que vous mettez vos enfants dans des écoles où on fait les deux? Mais ça n'existe pas. Non, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas avant que le personnage que nous allons évoquer aujourd'hui n'arrive. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un bonhomme qui va avoir une influence fondamentale sur nos vies, et on ne se rend même pas compte à quel point, dans énormément de domaines de la vie quotidienne, il a eu une influence, et particulièrement également à Tobi Shvat. Donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est un homme, comme vous l'avez compris, qui va créer le concept de l'école où on étudie et la Torah et les sciences, enfin, et les domaines profanes, on va dire. Rôle. C'est une nouveauté qu'on étudie les deux. C'est un homme qui va également décider qu'il est fondamental de connaître les langues. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas les langues, on ne peut pas lire. Et si on ne peut pas lire, eh bien, on ne peut pas s'instruire. Donc, il faut connaître au moins 4 langues. Ah bah oui, il faut connaître 4 langues. La première, il dit, il faut connaître le français. Pourquoi il faut connaître le français? Parce que c'est la langue de la culture. Ensuite, il a dit, il faut connaître l'allemand, parce que c'est la langue des sciences. Et puis, il a dit, il faut connaître le grec, parce que c'est la langue des anciens. Et puis, il faut connaître l'hébreu, parce que sinon, tu ne peux pas connaître la Torah. Alors, vous allez me dire, bon, d'accord, le français, c'est bon, j'en fais mon affaire. L'allemand et le grec, on va dire qu'aujourd'hui, les choses sont traduites en français, donc ça passe. Et l'hébreu, ça me paraît évident. Sauf que nous sommes dans une période où il n'y a pas encore eu Eliezer ben Yehuda. Et donc, il n'y a pas encore eu de résurrection de l'hébreu. Et donc, lorsque tu viens et tu dis il faut connaître l'hébreu, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Entre parenthèses, c'est lui, cet homme dont on parle, qui va trouver cette pépite qui s'appelle Eliezer ben Yehuda. C'est lui qui va le trouver et qui va, on va dire, chaudement recommander le bonhomme pour qu'il soit à la tête de l'organisme qui va ressusciter la langue hébraïque. Et puis c'est un homme également qui décide que le sionisme
ne peut pas s'occuper que de politique, mais doit s'occuper de culture juive. Oui, oui. Le sionisme de Herzl ne peut pas s'occuper que de politique, de territoire, mais doit avoir son mot à dire au niveau de la Torah. Vous commencez à comprendre que c'est un bonhomme qui va avoir une influence dans plein de choses, puisqu'on parle de l'école, on parle de la façon d'étudier la Torah, on parle de rentrer la Torah à l'intérieur du mouvement sioniste mondial. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Qui est cet homme dont je parle? Cet homme est né en 1847. 1847, il naît en Pologne et il vient d'une famille aisée qui va d'ailleurs pouvoir donc justement lui payer des cours privés. Et justement, il va étudier alors le polonais, évidemment, mais il va étudier l'hébreu. Encore une fois, je vous dis, on est avant Eliezer Ben Yehuda, donc c'est quelque chose de très très rare. Il va étudier le français, il va étudier l'allemand, il va étudier l'anglais. Bien que l'anglais ne soit pas trop utilisé à cette époque-là, il n'empêche que ses parents lui enseignent quand même. Et il va étudier les sciences, au-delà du fait que son père lui enseigne la Torah. En 1867, il devient rabbin. Mais en 1867, donc 20 ans plus tard, 20 ans après sa naissance, il devient non seulement rabbin, mais il a plus ou moins fini de lire tout ce qui était lisible. Puisqu'il sait lire dans toutes les langues dans lesquelles on a écrit des choses. Et c'est un homme qui n'arrête pas de lire. Ça fait 2 ans qu'il est marié. À 18 ans, il s'est marié. Et vous savez, il y a des gens qui ont la tête dans le travail. Il y a des gens qui ont la tête uniquement en train de regarder les beaux yeux de leur femme. Et lui, il a la tête dans ses bouquins. Il a la tête dans ses bouquins. Et il faut bien travailler. Donc, il monte une affaire, ça ne marche pas. Il en monte une deuxième, ça ne marche pas. Il en monte une troisième, ça ne marche pas. Ce n'est que lorsque il décidera de s'associer avec son beau-frère, le frère de sa femme, que là, le business, il marchera. Il a 30 ans à ce moment-là. On est en 1877. Il a 30 ans et ça commence à marcher. Vous savez pourquoi ça marche? Parce qu'il est associé avec son beau-frère et son beau-frère, il bosse et lui, il est dans ses bouquins. Enfin, il est au travail, mais au travail, il ne regarde pas trop ce qui se passe, il a la tête dans un bouquin. Mais attention, quel bouquin? Parce qu'au fur et à mesure de ses lectures, eh bien, il se met à devenir fan absolu de 2 domaines. Le premier, l'histoire. Ah, l'histoire, il est féru d'histoire. L'histoire générale et l'histoire du peuple juif en particulier. Il pense que si on ne connaît pas l'histoire du peuple juif, eh bien, on ne peut pas construire l'avenir du peuple juif. Et où est-ce qu'il a été chercher ça? Ensuite, il est fan d'un deuxième sujet, la résurrection de la terre d'Israël. Il est subjugué de voir comment les pionniers en Israël réussissent à faire refleurir la terre d'Israël. Ah, c'est quelque chose qui le passionne, mais pas dans le sens je suis intéressé. C'est vraiment toute sa vie maintenant va tourner autour de ça, si bien qu'il a envie de participer et donc il va se mettre à étudier tout ce qui est étudiable autour de l'agronomie. C'est-à-dire qu'il veut apprendre comment il pourrait aider à mieux cultiver la terre d'Israël. Parce qu'il voit que ça commence à remarcher. Il sait qu'il s'agit là du signe évident de la Géoula. Oui, car on a dit c'est un rabbin, donc il étudie la Torah, et donc il sait très bien ce qui a marqué dans le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, que le signe évident de la Géoula, c'est lorsque la terre d'Israël redonnera ses fruits. Oui, lorsque le Talmud doit nous dire c'est quoi le signe de la Géoula, eh bien le Talmud ne nous dit pas que tous les Juifs mettront les tefilines.
Le Talmud ne nous dit pas que tous les Juifs feront Shabbat. Non, le signe évident de la Géoula, c'est lorsque tu vas te balader à Machane Yehuda et qu'il y a des fruits. Lorsque tu vas au Chouk à Jérusalem et qu'il y a des fruits, en veux-tu, en voilà, c'est ça le signe de la Géoula. Et donc, eh bien, ce Rav décide qu'il est temps eh bien, de participer à tout ça. En 1887, il décide qu'il est prêt, il monte en Israël. Il monte en Israël et à ce moment-là, il a 40 ans et dès qu'il arrive, il est tout de suite, alors il vit 1 an à Zichron Yaakov pour commencer à s'acclimater. Et, enfin non, c'est vrai, d'abord il vit à Yehoud pendant 1 an et ensuite il part à Zichron Yaakov. Et il part à Zichron Yaakov parce qu'en fait, il a tout de suite été repéré par un monsieur que vous connaissez bien qui s'appelle le baron Edmund Binyamin de Rothschild. Pourquoi est-ce que le baron de Rothschild est fan de lui? Il ne le connaît pas. Mais vient d'arriver un rabbin qui est aussi un agronome, qui est aussi un rabbin qui parle les français. Ouh là là, il parle français. Et là, pour le baron de Rothschild, un rabbin qui parle français, ça fait écho d'un autre rabbin. Vous vous rappelez du baron de Rothschild? Ouais, vous vous rappelez qu'il avait un copain en France, à Paris. Il était copain d'un autre baron, le baron Marcel de Hirsch. Vous savez, celui qui a créé une école au nom de son fils, Lucien de Hirsch. C'est-à-dire, et donc le baron Marcel de Hirsch et le baron Edmond de Rothschild, ils décident qu'il faut aider le peuple juif. Ils ont beaucoup d'argent et ils décident qu'ils vont acheter des terrains énormes en Argentine pour y amener le peuple juif et comme ça ils pourront prospérer. Juste avant de partir signer les contrats, tout ça, ils vont prendre un rendez-vous pour avoir une bracha du grand rabbin de France, qui s'appelait à l'époque le Rav Tzadok HaKohen, ou alors Zadok Khan ou Khan, ça dépend des versions. Et le Rav Tzadok HaKohen leur dit, non mais ça va pas la tête. Argentine? Mais enfin l'Argentine, c'est échanger une galoute contre une autre galoute. Rak Eretz Israël. Et alors que le baron de Hirsch ne va pas être convaincu et va quand même mettre son argent en Argentine, et que 100 ans plus tard, aujourd'hui, même presque 150 ans plus tard, aujourd'hui, il reste moins d'un quart des juifs qu'il a amenés en Argentine qui sont toujours juifs, eh bien le baron de Rothschild, lui, va être convaincu et tout son argent, il va le mettre en Eretz Israël. Et de ça a été créé l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, pour le baron de Rothschild, un rabbin qui parle français, ça fait écho au Rav Tzadok HaKohen, il est fan de lui, et il le nomme comme directeur de l'école de Zichron Yaakov. Alors, vous allez me dire, ça va, c'est directeur d'une école, c'est pas non plus la fin du monde. Non, non, non. D'abord, l'école, à cette époque-là, est l'institution la plus en vue de la résurrection de l'Israël. Et deuxièmement, Zichron Yaakov, cette école est la plus importante. Donc, être le directeur de l'école de Zichron Yaakov, eh bien, c'est un poste qui est en vue pour tout le monde. Tout le monde va avoir une répercussion de ce qui se passe ici. Et donc, la première chose qu'il décide, c'est que dans cette école, on mêlera et études de Kodesh et études de Chol. Voilà, ça n'existait pas. C'est lui qui a inventé le concept. Seulement, il dira une chose très importante. Il mélange les études de Kodesh et les études de Chol, tout en précisant que pour lui, les études de Chol, c'est Gam Kodesh. Puisque ça nous permet de mieux appréhender le monde. D'accord? Et donc, finalement, eh bien, il se balade en Israël. Et l'année où il arrive, en 1887, il voit quelque chose. Il voit un petit groupe de jeunes faire quelque chose. Et il est émerveillé de ce qu'il voit. Et donc, il décide que lui aussi, il a envie de participer à ça, mais de le faire de manière un tout petit peu mieux structurée, parce qu'il a vu des jeunes
se chauffer, c'est sympathique, mais il se dit, ce serait bien qu'on mette ça en place de manière officielle. Il a vu des jeunes à Tou Bishvat planter des arbres. Donc il a dit, bon, c'est bien beau, mais ils ne l'ont pas refait l'année suivante. Donc c'était juste une petite ambiance qui se sont fait une journée. Moi, j'ai envie de le faire officiellement. Et c'est lui qui va lancer le minag que tout le monde connaît, qu'on plante des arbres à Tou Bishvat. C'est lui qui, en 1890, Ravki, c'est lui. Ben, tu crois bien qu'à un moment donné, je vais le dire. Je ne vais pas te laisser comme ça. Mais c'est une volonté didactique de ma part de te dire tout ce qu'il a fait et que tu te dises, mais attends, mais c'est qui ce mec? Il a l'air extraordinaire. Comme ça, lorsque je te dirai son nom, eh bien, il aura beaucoup plus d'impact. J'aurais pu commencer en te disant, voilà, on va parler de Rav X. Non, j'ai envie de faire monter le suspense. Bekitsour, en 1890, eh bien, cet homme qui est maintenant, ça y est, il est en Israël, il est en place, il demande un rendez-vous avec un monsieur. Il demande d'avoir un rendez-vous avec un monsieur qui est rabbin et qui est le Rishon LeZion. Alors, il n'y a pas encore le grand rabbinat d'Israël, puisque le Rav Kook n'est pas encore arrivé en Israël. Il n'arrivera qu'en 1904 et il créera le grand rabbinat d'Israël. Mais il y a déjà le poste de Rishon LeZion. En fait, c'est le grand rabbin de Jérusalem, tout simplement, qui deviendra, lorsque le Rav Kook créera le titre de grand rabbin d'Israël, eh bien, le Rishon LeZion deviendra le grand rabbin d'Israël séfarade. Mais donc, il y a déjà un monsieur qui est, on va dire, le rabbin patron à Jérusalem, s'appelle le Rav Yaakov Meir d'ailleurs, ce rabbin patron à Jérusalem, qui deviendra le premier Rishon LeZion avec le Rav Kook lorsqu'on construira le grand rabbinat d'Israël. Et donc, il demande de le rencontrer. Et il dit, Kvod Rav Yaakov Meir, je sais que l'hébreu est très important pour vous, c'est très important pour moi, venez, on essaye de le faire de manière comme il faut. Et le Rav Yaakov Meir lui dit, bah, tu sais quoi, j'ai créé une organisation. Bon, il se trouve que je suis tout seul dedans pour l'instant, mais j'ai créé une organisation qui s'appelle Havaad Lelashon Haïvrit, qu'on pourrait traduire l'organisation pour la langue hébraïque. Et donc, il lui dit, tu voudrais pas venir avec moi? Il lui dit, bah, avec plaisir. Et le Rav Yaakov Meir lui dit, eh bien, écoute, je te charge, première mission, de trouver un homme qui pourra être le mankal, qui pourra être le PDG de notre entreprise de la langue hébraïque. Et c'est donc notre homme qui va trouver Eliezer Ben Yehuda et qui va le mettre en place pour qu'il ressuscite la langue hébraïque. Ça commence à faire beaucoup en termes d'influence dans notre vie, hein, des écoles où on étudie et la Torah et le Chol, les minagim de Tou Bishvat de planter des arbres, le fait de ressusciter l'hébreu. Non, mais ça ne s'arrête pas là. Comme je vous l'ai dit, en 1902, eh bien, il décide qu'il intégrera la politique sioniste. Il devient membre de l'Organisation sioniste mondiale, mais il crée la branche religieuse de l'Organisation sioniste mondiale. Il va créer, avec le Rav Reines, ce qu'on appelle un Mizrahi. Le Mizrahi, c'est la branche religieuse qui s'occupe de Torah à l'intérieur de l'Organisation sioniste mondiale. Et c'est lui, notre rabbin, qui va lancer ce qu'on appelle She'elat HaKultura. C'est quoi She'elat HaKultura, la question de la culture? C'est de savoir, est-ce que le sionisme s'occupe d'acheter des terrains et de construire un pays, et c'est tout, ou est-ce que le sionisme s'occupe de ressusciter le peuple juif? Donc, et en achetant des terrains, en créant un pays, et eh bien, en ramenant la Torah au sein de la résurrection du Ham Israël, en essayant de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver, et tout ça. Il faut savoir que lorsqu'il crée le Mizrahi, des deux côtés, on l'attaque. Les religieux disent, non mais ça va pas ou quoi? Le sionisme, il s'occupe que d'acheter des terrains. La Torah, c'est dans le Beth Hamidrash. Et d'un autre côté, les non-religieux disent, non mais ça va pas ou quoi? Le sionisme, il s'occupe d'acheter des terrains. La Torah, c'est au Beth Hamidrash.
Arrivera 2 ans plus tard le Rav Kook en disant que, évidemment, qu'il a raison. Évidemment qu'il a raison. Parce que si on veut avoir une vraie résurrection, eh bien, on ne peut pas faire abstraction de la Torah. Vous n'avez pas shoot. Tov, 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 nous. Mais c'est qui ce mec? D'abord, il a écrit plein de livres. Ah, il a écrit plein de livres. Par exemple, je vous ai dit qu'il était fan d'agronomie, et c'est lui qui va écrire les premiers livres de halakha concernant l'agronomie. Rav Enka. C'est qui Rav Enka? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a marqué Rav Enka lol. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. En tout cas, c'est lui qui va être le premier à écrire un livre de halakha, enfin des livres de halakha sur l'agronomie, c'est-à-dire sur les halakhot, mais par rapport au domaine très spécifique de comment est-ce qu'il faut planter les différentes graines, et à quel endroit, et quel est le meilleur endroit de la terre d'Israël pour planter ci et ci et ci et ça, à quel moment vaut mieux planter cette graine-là par rapport à cette graine-là, et par rapport à Orla et à Shvi'it. Il écrit un livre d'histoire, évidemment, puisqu'il est fan d'histoire, qui s'appelle Sefer Toldot Israël. Et d'ailleurs, c'est pas le premier rabbin à écrire un livre d'histoire, il y en a eu d'autres, comme Rabbi David Gans, l'élève du Maharal de Prague, qui a écrit un livre d'histoire, mais lui est le premier rabbin qui écrit un livre d'histoire toranique académique. C'est-à-dire que c'est un livre d'histoire qui est basé sur des recherches académiques, et pas seulement sur j'écris un roman. Et puis, à un moment donné, il se dit, parce que vous vous rappelez qu'on a dit qu'il parlait français, il parlait allemand, donc il a lu. Et parmi les choses qu'il a lues dans toutes ces langues, eh bien, il a lu les contes de Grimm. Vous connaissez les contes de Grimm? Il a lu aussi les contes de Perrault. Et il a lu aussi les contes d'Andersen. Vous connaissez La Belle au bois dormant, Cendrillon, tout ça. Et il se dit, attends, toutes ces histoires-là des Goïms, elles viennent de leur propre tradition et mythologie. C'est quand même fou que nous, avec toute la richesse qu'on a, on n'a pas de livre d'histoire pour les enfants. Et donc, il va écrire un livre d'histoire pour les enfants. Aujourd'hui, on le connaît moins parce que, en fait, ça veut dire quoi qu'on connaît moins? Aujourd'hui, c'est pas fair play ce qui se passe. Parce que tu as des livres pour les enfants, en veux-tu, en voilà. Mais l'écrasante majorité des livres pour enfants qu'on a aujourd'hui ne sont que des redites de ce que lui, il a écrit dans le premier livre pour enfants basé sur les Haggadot du Talmud, qui s'appelle Sichot Mine Kedem. Sichot Mine Kedem. Et son personnage préféré dans les Haggadot qui raconte pour les enfants, c'est Choni Améhagel. Il est fan de Choni Améhagel, qu'on dirait quelqu'un qui est encore une fois attaché à la pluie, au fait de faire pousser les choses. Et il a 17 histoires sur Choni Améhagel. C'est le personnage qui met le plus en avant dans son livre. Bon, ok, bon, ça y est, le suspense, il est fini. De qui on parle? Bien, les amis, on parle d'un homme. Je ne sais pas si je suis hôte ou pas. Donc, je vais juste regarder si je peux partager quelque chose. Mais je pense que oui. Voilà. Iné. Comme ça, je vous partage tout de suite. Et vous pourrez voir sa tête au monsieur. C'est bien beau de parler du monsieur. Hop là. Hop là. Attendez. Voilà. C'est parti. Je vous partage ça immédiatement. Où est-ce que vous êtes? Où est mon zoom? Ah, vous êtes là. Hop là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tout va trop vite. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous partager ça. Hop là. C'est lui. Vous voyez bien? Vous aurez donc compris qui il est. J'ai parlé depuis tout à l'heure de cet homme qui s'appelle
le Rav Ze'ev Yaavetz. Rav Ze'ev Yaavetz. Oui, c'est de lui dont on a parlé depuis tout à l'heure, depuis une demi-heure. Et un personnage extraordinaire. Sauf que, j'ai dit, et c'est ce qui va nous amener maintenant à la deuxième partie de notre étude, c'est lui qui va lancer le minag le plus connu en Israël pour Tou Bishvat, à savoir le fait de planter des arbres. Incroyable. Je ne sais pas si vous avez prévu demain d'aller planter des arbres, mais sachez que si vous le faites, eh ben, ayez une pensée pour le Rav Ze'ev Yaavetz, qui est celui qui nous a lancé le minag. Mais il faut savoir qu'il y a eu plein d'autres minagim dans l'histoire par rapport à Tou Bishvat. Et je vais commencer par les minagim pour finalement arriver sur quand même un petit quelque chose sur Tou Bishvat. Les amis, quels sont les minagim les plus connus? On a dit planter des arbres. Il y a également évidemment le fait de manger des fruits. De manger des fruits, à partir de quand on commence à manger des fruits à Tou Bishvat, du moins de manière connue, que peut-être que c'était déjà avant, mais on ne le savait pas. Eh bien, les premiers qui vont clairement mettre en place qu'on mange des fruits à Tou Bishvat, eh bien, ce sont les chassidés ashkénazes. On en a parlé dans notre cours ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a 2 semaines. On a parlé des chassidés ashkénazes, Rabbi Yehuda Chassid et ses élèves. Eh bien, c'est les premiers qui vont écrire textuellement qu'ils mangent des fruits de manière mesouderet à Tou Bishvat, le seder de Tou Bishvat. Évidemment, après, ces minagim-là vont être repris par les Talmidei Ahari, par Rabbi Chaim Vital et les Mekoubalim, bien sûr. Mais ça commence avec Chassidé Ashkenaz. Mais au-delà de manger des fruits et de planter des arbres, qui sont peut-être évidemment les mitzvot, enfin les minagim principaux de Tou Bishvat, eh bien, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, par exemple, alors le seder de Tou Bishvat, je le mets avec le fait de manger les fruits. Mais il y en a d'autres, comme par exemple, eh bien, ce minag un petit peu particulier, c'est un minag qui a été développé, si vous voulez, on ne sait pas vraiment d'où. On ne sait pas vraiment d'où. Mais il y a dans les Bate Midrash un minag qui date de ce qu'on sait de 300 ans, d'étudier mitzvot atluyot ba'aretz betou bishvat. Ce qui est assez logique, puisque Tou Bishvat est la résurrection de la terre d'Israël. Donc, eh bien, on étudie les mitzvot atluyot ba'aretz. Dans le livre Bnei Issachar, eh bien, on nous dit qu'il y a une minag de manger des etrogim à Tou Bishvat. Alors, la vérité, c'est pas le premier, le Bnei Issachar, qui nous dit ça, puisque Rabbi Akiva, dans le Talmud, on nous dit déjà qu'il mangeait un etrog à Tou Bishvat. Donc, il y a, mais peut-être que ce n'était pas encore devenu un minag, le Bnei Issachar dit que c'est un véritable minag. Chez les Tunisiens, alors ne commencez pas à me sauter dessus, car je sais qu'il y en a qui vont dire pas du tout, ça Rosh Chodesh Nissan, mais il y a parmi les minagés tunisiens certains qui vont manger la pshicha à Tou Bishvat. Même si la majorité le mange à Rosh Chodesh Nissan, ça arrive aussi à Tou Bishvat. Nous avons également dans les Kehilot de Babylone, de Bagdad, d'Irak, eh bien, le seder de Tou Bishvat était fait selon le livre Pri et Sadar, qui a réuni tous les minagim du seder de Tou Bishvat. Ce qui est assez problématique, le livre Pri et Sadar fait l'objet d'un grand problème. C'est le livre principal quand il s'agit des minagim de Tou Bishvat al Pi HaKabbalah, mais certains dans l'académie voudraient dire que ce livre-là est le livre de Nathan Azati, qui était le rabbin de Shabtai Tzvi. Donc ça poserait quand même un problème assez sérieux. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que même les Juifs, les Bnei Menaché, qu'on a retrouvés en Inde, ils avaient eu un minag de faire un seder autour de fruits à Tou Bishvat. Ce qui est assez incroyable. Nous avons également en Turquie, eh bien, à Izmir, le minag à Tou Bishvat de lire Sefer Tehilim. Il y avait un minag à Salonique
en Grèce, à Tou Bishvat de manger une espèce de tchoulent, une espèce de dafina, un chamin, fait à base de blé et d'orge. Il y avait dans les communautés juives d'Afghanistan, eh bien, le minag de prendre et de manger les shivat aminim. À Jérusalem et à Tzfat, et je parle du Yishuv Hayashan, c'est-à-dire, je parle pas de là maintenant, je parle d'il y a 200, 300 ans, il y avait le minag d'aller sur les kivrei à Sanhedrin Bebet Shearim, d'aller sur les tombeaux des rachis à Sanhedrin à Bet Shearim dans le nord d'Israël. C'est quoi la pshisha? Ah, c'est quoi la pshisha? C'est une bonne question. Je vais dire ce que je sais moi, mais s'il y a un Tunisien qui veut m'aider et qui veut venir à ma rescousse, eh bien, il sera le bienvenu. C'est une espèce de mixture faite à base de pois chiches et autres houmous et de l'huile. Bon, évidemment, c'est les Tunisiens, donc il y a de l'huile. Et c'est censé ouvrir les clés. Enfin, c'est la clé qui est censée ouvrir parce que tu mets une clé dedans et tu fais tout un truc, tout un cérémonial. Et le but du jeu, c'est d'ouvrir les portes de la parnassa, de la shefa, de toute l'abondance que Akadosh Baruch Hu peut nous donner. Ça y est d'ailleurs. Bekitsour, et de blé et d'orge également, et plein de légumineuses. Ben, tu vois, et de blé et d'orge également, et plein de légumineuses. Il a fait mieux. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, il en existe des différentes, mais évidemment, sinon ça aurait été trop facile. Et maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien, j'aimerais revenir un petit peu sur Tou Bishvat. Parce qu'on a parlé du Rav Zev Yahavetz, de tout ce qu'il a amené dans ce monde, et le fait qu'il a amené ce minag de planter des arbres à Tou Bishvat. On a commencé à voir quels étaient les autres minagim de Tou Bishvat, mais j'aimerais revenir à l'origine. À l'origine, les amis, c'est quoi Tou Bishvat? Parce qu'aujourd'hui, on en fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est un minag, c'est très sympa, mais ce n'est pas obligé. Alors, c'est quoi Tou Bishvat à l'origine au niveau de la loi juive? Eh bien, au niveau de la loi juive, vous le savez bien, Arba Rashi Shanim Hem. Le Talmud, enfin la Mishnah nous dit déjà qu'il y a Arba Rashi Shanim, qu'il y a 4 Rosh Hashanah, et que Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. Moitié de la Ilanot. Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah la Ilanot? Eh bien, c'est une bonne question qui est posée par le Talmud, parce que la Mishnah nous a juste dit que c'était Rosh Hashanah Ilanot, mais ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, on nous dit, c'est à partir de ce moment-là de l'année que l'arbre commence à se nourrir des pluies de cette année et ne se nourrit plus des réserves qu'il a de l'année passée. En d'autres termes, c'est le moment, nous dit le Talmud à Yerushalmi, que c'est le moment où la sève remonte dans l'arbre à Tou Bishvat. En d'autres termes, quand on parle du Talmud et qu'on nous demande mais qu'est-ce que c'est Tou Bishvat, Minag Kedin ou Minag Kedin ou Israël. Tu dis Minag, ça devient la halacha. Si c'est un Minag, ça devient la halacha. Ah oui, ça devient la halacha s'il a été accepté par tout Israël. Or, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le cas que tout le monde est Noeg Alpi Seder Mekoubalim. Donc, ce n'est pas encore un Minag qui est Mechayev au niveau de la halacha. C'est-à-dire de la même façon que la pshisha, ce n'est pas un Minag qui est Mechayev au niveau de la halacha, à part peut-être chez les Tunisiens. Donc, dans la halacha, dans l'origine, dans le Talmud, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, Tou Bishvat? Il ne se passe rien de particulier. C'est le jour où, effectivement, l'arbre commence à retrouver sa vitalité. Mais de notre point de vue, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et c'est peut-être justement ça, Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est le moment où tu ne vois rien. C'est le moment où tout se passe, mais en sous-marin. C'est-à-dire quoi en sous-marin? C'est-à-dire que la sève remonte dans les arbres. C'est-à-dire que la résurrection de l'arbre a commencé.
mais tu ne vois pas encore la sortie des fleurs et la sortie des fruits. Tout se met en place de manière non visible. Enfin, tout sauf une chose. Il y a oui une chose que tu peux déjà commencer à voir. Il y a oui une chose que tu peux déjà commencer à voir. Et oui, évidemment, j'ai chanté ce matin avec ma fille Tu bishvat higia chag leilanot. Mais le début de la chanson, c'est Ashkedia porachat, veshemesh la zorachat, ציפורים בראש כל גג, מנצץ בכל אחד. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. מהשקדיה פורחת, נכון, l'amandier est en fleurs. Incroyable. Incroyable, l'amandier est en fleurs. Et alors? Eh bien, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse au prophète Jérémie, eh bien, il va lui dire Ma ata roé. Ma ata roé. Vaï devar Hashem elai lemor. Ma ata roé. Yirmiyahu. Et le prophète Jérémie répond hein, il est mentionné en singulier dans la Mishnah. Perek Aleph, Mishnah. J'ai pas compris. Vakasha, voilà. Il est mentionné au singulier dans la Mishnah, dans la Perek Aleph, Mishnah Aleph, Rosh Hashanah, la Ilan. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait vrai. Très bien d'avoir fait remarquer cela. Tout à fait, tu as raison. Dans la Mishnah, il est marqué au singulier Rosh Hashanah, la Ilan et pas la Ilanot. Bien sûr, tu as raison. Ça n'a aucune incidence sur la réalité, sur ce que ça veut dire, mais tu as tout à fait raison de le mentionner. Quoi qu'il en soit, il lui dit Ma ataroe. Et là, il répond, le prophète Jérémie, va Omer, Makel Shaked Aniroe. Et la réponse de Dieu est étonnante puisque Dieu lui dit Et Tav Talirot, Kol Hakavod, tu as bien vu. Et la question est simple. Jérémie est un prophète, donc il voit ce que Dieu lui montre. Donc si Dieu lui a montré un bâton d'amandier, en quoi est-ce quelque chose d'extraordinaire qu'il ait vu le bâton d'amandier? C'est ce que Dieu lui a montré. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a compris que c'était un bâton d'amandier. Puisque un bâton d'amandier, ça ressemble à n'importe quel bâton. On n'a pas dit qu'il a vu le Makel Shaked avec les fleurs. Il avait un bâton d'amandier. Et le fait que Jérémie ait compris qu'il s'agit d'un amandier, c'est Etav Talirot. Qui shoked ani al devari la soto. Parce que, et c'est le jeu de mots, parce que je m'empresse d'amener la Géoula au peuple juif. Vous savez, Birkat Ha'ilanot, le moment où on bénit et on remercie Dieu de nous redonner des fruits, c'est en Nissan. Parce que c'est en Nissan qu'il y a les fleurs sur les arbres fruitiers. C'est en Nissan que le printemps recommence. Pas à tout Bishvat. Tout Bishvat, il pleut. On a eu une semaine, Baruch Hashem, et ça va recommencer cette semaine aussi, Bezrat Hashem. La pluie, la pluie. Et donc, à tout Bishvat, à part l'amandier, rien n'est en fleurs. Parce que ce n'est pas le moment de voir, c'est le moment de savoir. Tu verras plus tard. Mais il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ainsi, le Rav Zev Yahavetz a mis ce minag en place de planter des arbres à tout Bishvat. Pourtant, je vous ai dit qu'il était agronome. Alors, comment ça se fait qu'il ne savait pas que le pire moment pour planter un arbre, c'est à tout Bishvat? Et je parle ici au niveau agronomique botanique. Le pire moment pour planter une graine, c'est à tout Bishvat. Pourquoi? Le sol est trop froid, les pluies vont empêcher de faire prendre des racines, et il n'arrivera pas... Non! Alors, à la limite, si tu plantes un sapin
un conifère qui est déjà grand et qui a donc déjà des racines, alors c'est d'air. Mais si on parle d'arbres fruitiers, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée de le planter à Toubishvat. Alors pourquoi le Rav Zev Yavetz, qui connaissait très bien les lois de la nature, a mis en place ce minhag de planter un arbre à Toubishvat? Eh bien, Rabotai, on fait la birkat des arbres à Pessah le premier jour. Alors, pas forcément à Pessah, mais on fait dès le début du mois de Nissan. Quoi qu'il en soit, pourquoi alors le Rav Zev Yavetz nous a dit de planter des arbres à Toubishvat? Eh bien, les amis, c'est très simple. Dit le Talmud, 40 jours avant la naissance, il y a une voix qui sort dans le ciel et qui dit Bat ploni li ploni. Lorsqu'il y a un bébé qui va naître, 40 jours avant la naissance, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit celle-là, c'est pour celui-là. On parle au niveau du lien des Neshamot. Seulement voilà. Am Israël en tant qu'entité, a besoin également d'une Kala. Quelle va être la Kala du peuple juif? Eh bien, nous dit, quelle va être la Kala du peuple juif? Eh bien, les amis, nous dit tout simplement le prophète Ezechiel, Atem kruim Adam, ve'en umot ha'olam kruim Adam. Nous sommes, à Israël, appelés Adam. Donc, qui est notre Kala? Eh bien, notre Kala, notre féminin, c'est Adama. Adam, Adama. Notre lien avec la terre d'Israël est un lien de Khatan Vekala. Ah, donc ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé 40 jours avant la naissance? Bat ploni, li ploni. C'est quoi la naissance de la terre? Bien les amis, quand est-ce que le monde a été créé? Le monde a été créé, comme vous le savez, le premier Nissan. Alors vous allez me dire, non, c'est pas vrai, c'est Rosh Hashanah. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir est-ce que le monde a été créé en Tishrei ou en Nissan. D'après la halacha, c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Le monde a été créé en Nissan et pas en Tishrei. Alors ne me demandez pas pourquoi on fait Rosh Hashanah, c'est une autre histoire. Donc ça veut dire que d'après la halacha, Adam Arishon, premier Nissan. Ah, quand on vous dit que Adam Arishon, c'est le premier Tishrei, alors vous me dites, ouais, mais la création du monde, c'est le 25 Elul, genre 5 jours avant. Mais vous avez compris maintenant, d'après la halakha, en fait, c'est le premier Nissan Adam Arishon. Donc la création du monde, c'est le 25 Adar. Donc 40 jours avant la création du monde, 40 jours avant la naissance du monde, ça nous amène à quelle date? Tou Bishvat. Et donc Tou Bishvat, c'est le moment où la voix sort du ciel et dit Bat ploni le ploni. Cette Kala qui s'appelle la terre d'Israël, elle est pour ce Khatan qui s'appelle Am Israël. Et ça se passe quand? À Tou Bishvat. Alors pourquoi le Rav Zev Yavetz a dit alors, puisque c'est ça, il faut planter des arbres? Mais parce que c'était le minhag à Jérusalem à l'époque du Beth Amikdash. Que lorsqu'un bébé garçon naissait, on plantait un arbre. Lorsqu'une fille naissait, on plantait un arbre. Et comme ça, les parents savaient quel était l'arbre de leur garçon et l'arbre de leur fille. Et lorsque plus tard, eh bien, ce garçon et cette fille se rencontraient et se mariaient, eh bien, on prenait de ces branches, de ces arbres-là qu'on avait plantés, de quoi faire le bois de la choupa. En d'autres termes, planter des arbres à Tou Bishvat, c'est s'apprêter à mettre en place la choupa pour unir le peuple juif et la terre d'Israël. Donc oui, c'est vrai que ce n'était pas une bonne idée au niveau agronomique de planter des arbres à Tou Bishvat, mais c'était la meilleure idée possible pour comprendre quel est le lien éternel qui unit le peuple juif et la terre d'Israël. Arav Zev Yahavetz, Tou Bishvat, la fête où tout se met en place,
la fête où on ne voit pas, mais on se met à savoir. Et maintenant, eh ben, vous pouvez ouvrir le micro et c'est parti pour les questions. Alors, je réponds ici, Minac tunisien prend la clé de nos biens et on mélange la pticha, qui est à base de notre nourriture, céréales arrosées d'huile, et loin de la protection en disant qu'on s'en remet entièrement au grand. Il a fait. Donc, c'est Minac pour rappeler que tout nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Je croyais qu'un Israël était la Kala de Dieu. Oui, bien sûr, c'est aussi la Kala de Dieu. C'est parti. Alors, NK, c'était pour Rav Nachman Khan. J'essaie de deviner. Eh ben non, c'est pas lui. Oui, alors c'est parti. Monsieur Messan, c'est parti. Vous pouvez poser votre question. Oui, bien Arabe. Et je reviens sur ce que je vous ai marqué sur la discussion, sur le chat, que c'est marqué au singulier. Pourquoi? Il me semble que il est dit qu'il fallait prier à Touch Bivat pour un arbre, et précisément l'étrog. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, que le minag à Toubishvat était de manger bel et bien du hétrog. Pourquoi est-ce que je n'ai pas du tout développé l'idée? Parce que je crois que le Rav Cherki va vous en parler juste après. Donc, je me suis dit, je ne vais pas en parler, mais on a évoqué qu'il y avait un minag, effectivement, de manger un hétrog à Toubishvat, et en fait, c'est quelque chose qui est très, très profond, qui nous rattache directement avec Chet Adam Arishon, avec la faute de Adam, et la réparation de cette faute-là. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que le Rav Cherki va vous en parler, donc je n'en parle pas. Merci, Rav. Rav. Besimcha. Avocateur, une question, parce qu'il y a marloquette sur savoir quand est-ce que le monde a été créé, si c'est en Nissan ou en Tishri. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et du coup, les man de Hamar que c'est en Tishri, Toubishvat, c'est quoi? Le man de Hamar que c'est en Tishri, c'est-à-dire selon l'avis de Rabbi Eliezer, le Tosfot, Rabbeinu Tam, a déjà répondu. Il a dit, vu que de toute façon, d'après la halakha, c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Agave, comment on sait que Rabbi Yoshua il a raison d'après la halakha? Eh bien, tout simplement parce que Birkat HaChama, on l'a fait en Nissan. Donc, dans la mesure où Birkat HaChama, c'est le moment où on dit merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a créé le soleil et qu'on le fait une fois tous les 28 ans au moment où on pense, même si ce n'est pas vrai au niveau astronomique, au moment où on pense que le soleil revient là où il a été créé à la base et qu'on décide dans la halakha de faire cette bracha-là en Nissan, ça montre bien que d'après la halakha, le monde a été créé en Nissan. Alors, nous dit le Tosfot que ça veut dire que Rabbi Eliezer nous dit que le monde est tombé enceinte en Tishrei et il est né en Nissan. D'accord? Ouais, Oui, c'est bon? mais du coup, par rapport à Toubishvat, c'est la même chose, du coup, en fait. Ah bah oui, c'est la même chose. OK? La prière se fait sur 2 arbres en fleurs, n'est-ce pas? Pour Birkata Ilanot. Oui. Oui, mais c'est. Oui, en l'occurrence, oui, mais c'est pas en rapport avec Toubishvat. Encore une fois, Birkata Ilanot, ça sera en Nissan. Si on fait le Toubishvat, on n'a pas de fruits, puisque les arbres sont nus. Non, de toute façon, Birkata Ilanot, c'est pas. On ne fait pas la bracha sur les fruits. Il n'y a pas non plus de fruits sur les arbres. Pour Toubishvat. Oui. Comment on peut faire la prière sur des fruits alors que les arbres sont nus? Ça veut dire quoi faire la prière sur des fruits? On fait un seder de fruits. D'accord, j'ai compris. Comment est-ce qu'on se fait qu'on fait un seder où on mange des fruits alors qu'il n'y a pas encore de fruits? On aurait dû faire le seder de Toubishvat en juin. Nachon. Alors, je vous explique, il y a plusieurs choses. D'abord, Baruch Hashem, il y a des fruits. Oui, c'est... Deuxièmement, il y a des fruits secs qu'on a pu faire sécher depuis l'été. Donc, Baruch Hashem, on peut aujourd'hui trouver toutes sortes de fruits. Et puis, il y a aussi des fruits qui viennent de Chutz Laaretz. Et donc, Baruch Hashem. Après, chacun sont les minagim. Moi, je sais que je mange 40 sortes de fruits. Il y en a qui mangent plus que 40 sortes de fruits. Donc, Kol Echad, le Minago. David a eu une petite coupure de courant, donc je fais l'admin. Il n'y a pas de problème. De Meira.
Vas-y. Faut mettre votre micro, mais on ne vous entend pas. Voilà. Bonjour Arav, je crois que c'est la seule fête qui a lieu seulement en Israël, n'est-ce pas? Oh, non, je ne sais pas si elle a lieu seulement en Israël. Moi, je Elle connais a plein de communautés. d'importance seulement en Israël, puisque la terre, c'est la terre d'Israël, donc il s'agit. C'est évident que c'est une fête qui est directement liée à la terre d'Israël. Mais j'ai envie de vous dire que la fête de Hanouka aussi est une fête qui est directement liée à la terre d'Israël. J'ai envie de vous dire que quelque part, la fête de Pessah est directement liée avec la terre d'Israël, parce qu'on est sorti d'Égypte pour arriver en Israël. Donc, j'ai envie de vous dire que la fête de Shavuot est directement liée avec la terre d'Israël, puisqu'on a reçu la Torah qui nous a demandé de venir en Israël. Donc, si vous voulez, toutes les fêtes sont liées à la terre d'Israël. Maintenant, quand on est en exil, eh ben, on fait ce qu'on peut pour te rattacher à la réalité de la terre d'Israël. Donc, Tou Bishvat peut être également fêté en Chutz La'aretz, en espérant qu'un jour, ils pourront arriver en Israël. Et les fruits qu'on mange ici, ça a une importance, ils sont des fruits importés de Turquie. Moi, ça me semble absurde de manger des fruits de Turquie. D'abord, on n'est pas obligé de manger que des fruits importés de Turquie. Bah, je ne sais pas, moi, c'est ce qu'on mange en général, c'est ce qui se vend dans les magasins. Non, les magasins ils sont pleins de fruits de Turquie. Mais je vous invite cette année, particulièrement cette année, vous pouvez encore trouver des fruits qui sont Bigdushat Shvi'it, qui ont poussé en Eretz Israël. Vous pouvez trouver des olives d'Eretz Israël, vous pouvez trouver des figues d'Eretz Israël. On n'est pas obligé d'acheter que de Turquie, c'est pas vrai. Des dattes, on peut les trouver d'Eretz Israël. Non, il n'y a pas de raison. Si vous achetez une bière, vous avez pour l'orge, vous n'avez qu'à prendre une bière israélienne. Quel est le problème? Non, moi bien, mais je pense qu'il y a lieu de faire des brachot sur ces fruits-là qui sont… D'abord, même les fruits de Turquie, ça reste des fruits que Kadosh Baruch Hu nous a donnés. Et il faut les bénir. Il faut même quand je mange une fraise qui vient d'Espagne, je dis merci à Dieu pour les fraises qui viennent d'Espagne. Elle est moins bonne. Elle est moins bonne, bien sûr. Oui, Tzrak. Oui, bonjour. J'avais juste eu un point que je n'ai pas très bien compris pour les Mekoubalim. Tou Bishvat, ce n'est pas un minag, mais c'est vraiment un chag. Alors, pour les Mekoubalim, effectivement, mais tu sais que les Mekoubalim, il y a plein de choses qui sont pas du domaine de la halacha, mais c'est eux qui ont lancé quelque chose. Par exemple, je te donne un exemple très simple. D'après la halacha, on commence à faire les brachot du matin au lever du soleil, parce que c'est le début de la journée. Seulement, la halacha me dit, si jamais tu te lèves avant le soleil, mais la lumière a déjà commencé, alors tu peux faire Birkot HaShachar. Bon, d'accord. Mais les Mekoubalim, eux, vont commencer Birkot HaShachar à Tikkun Chatzot. Alors que c'est en plein milieu de la nuit. Oui, c'est la nuit, mais c'est le début de la fin de la nuit. Donc, chez eux, il se passe quelque chose. Donc, si tu veux, pour les Mekoubalim, le Seder de Tou Bishvat, c'est quelque chose qui réveille énormément dans les mondes supérieurs, mais on ne peut pas l'obliger aux gens. Donc, celui qui est éveillé à cela, eh bien, il en fait partie. Celui qui n'est pas éveillé à cela, eh bien non. Par exemple, ce soir, je vais animer un Seder de Tou Bishvat dans la synagogue de Emouna à Jérusalem à 20h, et on essaiera de se familiariser au Seder de Tou Bishvat des Mekoubalim. Voilà. Oui, Yocheved. Je remercie Ravitan, c'est un cours passionnant. Et dans Aïnaya sur le traité Megillah, au tout début, les sages parlent dans quoi excusez-moi, dans quoi j'ai pas entendu dans le début. Haggadah sur le traité Megillah. Oui, pas dans Enaya. Si, dans Aïnaya. Enaya sur Megillah Pardon, En Yaakov. Ah, c'est pas pareil. Donc, En Yaakov sur… Les sages parlent des 5 lettres finales et ils associent la lettre Tzadé à la 5e étape de la Géoula. Est-ce qu'on établit un lien entre Tou Bishvat et l'arbre, et donc l'arbre et les espèces végétales, puisque la lettre Tzadé fait référence là à Tzemar. Oui, bien sûr. Le fait que Akadosh Baruch Hu ait décidé que la Géoula passait par d'abord une résurrection du végétal, de la terre, eh bien, c'est pour nous montrer comment est-ce qu'on doit appréhender la Géoula. La Géoula, ce n'est pas pouf,
Ce n'est pas un truc magique, tu claques des doigts et tout d'un coup, il y a la Géoula. C'est une dimension naturelle de Kim'a, Kim'a. C'est ce que va nous dire le Talmud dans le traité de Brachot dans l'Yerushalmi. Kim'a, Kim'a, doucement, doucement, telle une plante qui pousse doucement, doucement. Donc évidemment que le lien est fait entre le Tzemach, le végétal, et la Géoula. Chazak, merci beaucoup, Rav. Chazak Baruch. Le Rav Cherki. Eh bien, très bien, les amis. Alors, Chag Sameach. Merci pour le suspens.